Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, listes électorales, beaucoup d'appelés, peu d'inscrits. 15 000 électeurs enregistrés en 4 mois au Cameroun et l'ECAM déplore l'infection du processus par le coronavirus. Revue des registres dès l'ouverture du 20h30. Économie, un chèque pour soigner les entreprises des effets du coronavirus. 10 milliards de francs CFA à la disposition des petites et moyennes entreprises, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et BGFI Bank. Le directeur général pour le Cameroun de BGFI Bank est l'invité du journal. Et puis question, connais-tu mon beau village? Réponse dans notre rubrique Destination Cameroun. Rendez-vous à Idol, ce petit coin de paradis sur terre. La terre de Belel précisément dans la Damawa. Découverte dans cette édition. Voilà pour les titres. Et avant les détails, barrons la route au coronavirus. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Cap sur Maroua, dans l'extrême nord, l'effondrement du pont de Palar sur la nationale numéro 1 affecte déjà les activités. Le gouverneur Mindiawa Bakari faisait le point ce matin lors d'une réunion de crise. Une délégation de plusieurs ministres annoncée pour évaluer les dégâts causés par ces pluies abondantes. Aladi Mustafa. La vie s'est arrêtée sur le pont de Palar après son effondrement. Ici, sur les lieux du sinistre, une ceinture de sécurité a été installée. Les camions en provenance de Douala pour N'Djamena ou vice-versa n'ont plus d'autre choix que de passer par le centre-ville. Je suis arrivé à Maroua hier aux environs de 19h. On m'a fait savoir que le pont était coupé et il fallait contourner dans la ville. Mon voyage est arrêté pour ce jour à cause de ce contour. Si ce n'était pas ce contour, je devais continuer de traverser, même aller au niveau de Ouaza avant de dormir. Mais je suis obligé maintenant d'attendre demain matin avant de lancer. C'est vraiment difficile. Mon souhait est qu'on essaie de vite rétablir ce pont. Compte tenu de l'importance que représente cet ouvrage de franchissement, une délégation interministérielle est attendue à Maroua pour évaluer les dégâts causés par les pluies et apporter des solutions. L'annonce a été faite par le gouverneur de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, qui a présidé cette réunion de crise. Rappelons que le pont de Palar, construit dans les années 80, a subi l'érosion et s'est effondré lundi dernier après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Maroua. Tout juste 15 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales, en 4 mois sur l'étendue du territoire national. Des chiffres rendus publics ce mardi par Elections Cameroun. Le directeur général des élections, Eric Kessoussé, regrette l'impact du coronavirus sur le processus. Il s'est exprimé lors d'un point de presse à Yaoundé. Augustin Guizana. La révision des listes électorales a commencé après l'organisation du double scrutin municipal et législatif de février et les législatives partielles de mars. Elle s'achève sur un chiffre grippé du fait du coronavirus, selon le directeur général des élections face à la presse. Le respect de ces mesures barrières prescrites par le gouvernement nous a amené à procéder aux opérations de révision des listes électorales uniquement dans les postes fixes. Les inscriptions qui portent à plus de 6 800 inscrits sur le fichier électoral national. À côté du toilettage du fichier électoral, les antennes de l'ECAM étaient aussi ouvertes pour la distribution des cartes électorales. Nous avons enregistré 15 077 nouvelles inscriptions, dont 9 989 hommes, 5 488 femmes, 38 personnes handicapées. Au cours du point de presse, le directeur général des élections a félicité et encouragé le personnel qui, en dépit de la crise sociopolitique dans certaines régions et sanitaire sur l'ensemble du territoire, n'a ménagé aucun effort pour obtenir ce résultat. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local est à Ngaoundéré. Georges Langaobam a rencontré les maires de la Damawa donc, et présidé hier une session ordinaire du conseil d'administration du FEICOM.
Le récit de Salomon Kankili Babale, Angaoundere. En 2019, le FECOM a tenu le pari des ressources financières. La performance enregistrée à ce titre donne à voir plus de 178 milliards de francs CFA mobilisés sur des prévisions qui se situaient en deçà de 156 milliards de francs. Des travaux de la 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution, il ressort également que plus de 85 milliards de francs CFA ont été reversés aux communes et communautés urbaines. Les chiffres que nous avons regardés globalement sont bons. Ils reflètent une situation financière viable, présente des niveaux de performance louables. L'institution qui est en charge des questions de financement de la décentralisation se porte bien. Au chapitre des investissements communaux, les membres du conseil, réunis autour du ministre Georges Elanga Obam, ont apprécié l'évolution de la consommation du budget dédié au développement local. Son 6 financements d'un montant global de plus de 10 milliards et demi de francs CFA ont été accordés à 92 collectivités territoriales. De bons résultats qui laissent déjà présager un autre tableau reluisant en 2020. Crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les larmes ne sèchent pas suite aux assassinats de Florence Ayafor, Trejormba et Comfort Tamassang. Des crimes odieux condamnés ce mardi à Yaoundé au cours d'une cérémonie d'hommage à ces victimes en présence de Marie-Thérèse Abenandoua, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Christelle Fouda. Des lamentations de la gente féminine issues des hautes sphères de la République aux plus démunis. Leur habillement dénote leur désarroi et les mots pour le dire font écraser des larmes. Nous en avons assez. Il faut que ces atrocités s'arrêtent sur les femmes, sur les enfants et qu'on retrouve la paix et la sérénité pour que la vie reprenne un cours normal. Au-delà des pleurs, les femmes souhaitent que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette manifestation intervient une semaine après que les patriotes indomptables aient demandé que les commanditaires de ces assassinats soient rapatriés pour répondre de leurs actes. 10 milliards de francs CFA pour sauver les entreprises camerounaises. Le gouvernement et son partenaire BGFI Bank ont formalisé cet accord au terme d'une audience au ministère des Finances. Louis-Paul Motazé et Abakal Mamat tendent ainsi la main à ces acteurs de l'économie nationale qui ont perdu plus de 72% de leur chiffre d'affaires du fait de la crise sanitaire. Compte rendu, Cyril Kingembepe. Il est urgent de sauver les PME camerounaises affectées par la pandémie. C'est l'objet de cet accord formalisé entre le gouvernement et son partenaire. Au moment où le chef de l'État nous demande justement d'élaborer un plan de relance. Autant nous apprécions qu'un appui soit accordé aux PME, autant nous souhaiterions souvent que les banques comprennent quelles sont nos propres priorités. Nous préférerions toutes ces initiatives qui visent par exemple à transformer les matières premières locales. La banque souhaite être l'acteur clé de ce sauvetage. L'objet principal, c'est de soutenir la partie la plus vulnérable qui a été touchée par le Covid. Chaque PME aujourd'hui au Cameroun emploie 30-40 personnes. Ça fait au moins le double en termes de familles qui vivent de ces personnes-là. Pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'abord de préserver des emplois. Les PME représentent 99% des entreprises nationales. Elles génèrent 67% des emplois pour un chiffre d'affaires entreprise de 34%. Et je viens d'être rejoint par le directeur général de BGFI Bank Cameroun, Abakal Mahamat, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et bienvenue dans ce studio. Merci. Alors 10 milliards de francs CFA pour les PME. On sait qu'en temps normal, les banques ne sont pas si généreuses et combien de fois en ce moment même où sévit quand même une crise, on peut le dire ainsi, une crise financière avec des conséquences sur l'économie. Qu'est-ce qui justifie ou alors que cache cette largesse de la BGFI Bank? On dirait très certainement que cette largesse, comme vous dites, c'est la manifestation permanente et soutenue d'un partenaire qui est un partenaire de longue date de l'État du Cameroun, qui aujourd'hui aussi vient manifester encore son soutien à l'État du Cameroun et aux PME locales qui ont subi les affres de cette pandémie que personne n'attendait. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour recentrer un peu le débat, nous sortons de deux crises. D'abord une crise économique et une crise sanitaire. La crise économique du fait que
Le Cameroun, comme vous le savez, a fait son budget sur un baril à $55. Le baril est tombé dans les 30. Une chute du baril à 30, à $20 et à $10 par moment. Donc, il y a déjà une crise économique. Une crise économique. Ensuite, on a une crise sanitaire. Un choc pétrolier. Un choc pétrolier. Ensuite, on a une crise sanitaire. La crise sanitaire vient du fait qu'aujourd'hui, le coronavirus a mis à l'arrêt l'ensemble des entreprises et ici l'outil de production. Pour nous, il est important de venir soutenir cet outil de production-là parce que la chaîne de valeur aujourd'hui doit être soutenue pour que les entreprises puissent renaître de cette crise-là. Nous sommes venus discuter avec le ministre des Finances qui a sollicité de nous cette ligne de financement de 10 milliards. Et vous l'avez mise à disposition? Nous avons mis cette ligne de financement à disposition de l'État du Cameroun pour soutenir les PME. Alors, pour être précis, les PME, quelles sont les conditions d'éligibilité à ces crédits et même les conditionnalités pour le remboursement? On sait que ce n'est pas toujours facile. Écoutez, au-delà de ça, nous n'allons pas nous focaliser sur les conditions de remboursement. Alors les critères d'éligibilité? Nous allons nous focaliser d'abord sur la bancabilité des projets de ces PME-là. C'est-à-dire? Aujourd'hui, les PME doivent sortir des business plans qui permettent de relancer leur activité. Dans ce cadre-là, au-delà de l'argent, au-delà de la ligne que nous mettons en place, nous mettons un guichet de conseil. Nous avons une agence dédiée à Aqua qui va conseiller ces PME-là, qui va les aider à monter les projets qui permettent d'être bancables. Ensuite, vous savez très bien que selon les secteurs, le Covid nous a enseigné aujourd'hui que nous devons encourager le Made in Cameroun, nous devons produire au Cameroun pour la consommation du Cameroun. Nous avons financé beaucoup d'entreprises dans le secteur des gels hydroalcooliques, des savons, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc ces PME-là, nous allons les aider à se structurer pour entrer dans les critères d'éligibilité qui restent des critères tout à fait accessibles, qui sont des critères en termes de perspective d'activité et des critères en termes de management de ces entreprises-là. Et parlant justement peut-être de management et de perspective, parlez-nous un peu, peut-être en un mot, de votre banque dans le contexte actuel. Elle se porte si bien malgré les effets du coronavirus? Ben écoutez, la banque se porte très bien. Vous êtes sans ignorer que à l'issue de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement, notre banque a été élue meilleure banque d'Afrique centrale pour la 2e année consécutive. La banque présente aujourd'hui, le groupe présente à peu près 3 000 milliards de total de bilan. C'est important pour une institution comme la nôtre. Aujourd'hui, nous finançons dans tous les secteurs d'activité. Au Cameroun, nous avons finalisé le financement d'une usine de cacao à peu près 30 milliards à Kribi. Nous avons mis à peu près 35 milliards dans tout ce qui est usine de savonnerie à Douala. Nous continuons ces investissements-là. Au Cameroun, la banque se porte encore mieux parce que nous avons un taux de crédit qui est de plus en plus croissant. Nous présentons aujourd'hui à peu près 300 milliards de financement accordés à l'économie. Donc nous sommes sur la bonne perspective et nous estimons que la banque se porte mieux. La banque... En un mot comme en mille, la BGFI Banque se porte bien. Alors, rassurez-nous, Monsieur le Directeur Général, les PME peuvent commencer à passer à la caisse ou ne serait-ce que pour déposer les dossiers quand? Écoutez, nos agences restent ouvertes. Nous n'avons pas attendu la mise en place de cette ligne de financement dédiée aux PME pour soutenir les PME. Nous avons des agences dédiées. Dès demain, les PME peuvent se rapprocher de nos agences et nous allons d'abord les conseiller et ensuite les accompagner. Nous sommes dans la logique où nous devons nous souder les coudes. Nous devons accompagner l'État qui a déjà fait beaucoup dans cette lutte contre le coronavirus pour que nos PME qui représentent aujourd'hui un tissu important de notre économie puissent se relever de cette crise-là. Abakal Mamad, directeur général de BGFI Banque Cameroun, merci d'être venu en direct. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci. Très bien. Et pour la suite, c'est toujours de l'économie et ça vous intéresse, monsieur le directeur général. Un indicateur dans le dossier du 20h30, 40,62%, c'est le taux d'exécution physique du budget d'investissement public de l'État du Cameroun au premier semestre 2020. Une performance légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, comme vous le verrez dans ce reportage de Lucrèce Mbenga.
40,62%, c'est le taux d'exécution physique du budget d'investissement public au premier semestre 2020. Il est en légère baisse par rapport à celui de 2019 et bien plus si on remonte à 2018 à la même période. Cette performance en pointillé sur le plan national l'est davantage dans certaines régions, notamment celle du centre, qui passe d'un taux d'exécution physique de 19,62% en 2019 à 7,77%. On le sait, la crise sanitaire est passée par là. Mais le Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public pointe également un doigt accusateur sur certaines pesanteurs, notamment l'appropriation insuffisante des procédures de contractualisation au niveau des communes et l'abandon de certains chantiers. Fixé à 1496,3 milliards de francs CFA au départ, le budget d'investissement public a été revu à la baisse, soit 1254,3 milliards désormais à la suite du collectif budgétaire de juin dernier, lui-même consécutif aux effets du Covid-19 sur notre économie. Alors que le deuxième semestre de l'année est bien entamé, l'urgence aujourd'hui est de maximiser l'exécution du BIP 2020. Ce papier s'est achevé un peu abrupt et nous nous en excusons. Alors, ces contre-performances dont sont le fait de trois facteurs essentiellement: la précipitation dans le choix et la réalisation des projets, le faible pouvoir technique et financier des opérateurs économiques, mais également, et cela peut fâcher, la corruption des contrôleurs de chantier. Obstacles et solutions à l'exécution du budget d'investissement public. Cyril Kingembepe. Des projets à l'abandon, des délais trop élastiques et des entrepreneurs sans expertise. Voilà des égarements qui doivent être évités pour les mois restants de 2020. Impliquer la participation de la population. On peut rattraper, n'est-ce pas, la faiblesse des capacités de ceux à qui on a attribué des marchés en allant vers eux, en s'assurant que les banques les soutiennent, qu'ils aient des capacités. On peut renforcer donc le contrôle et l'audit des marchés. L'effet Covid-19 a plombé l'exécution du budget, mais on peut encore sauver l'essentiel. Plus tôt les crédits sont arrivés dans les autorisations de dépenses et plus vite les travaux vont commencer. Et mieux on espère que les entrepreneurs exécuteront ces projets dans les délais qui sont impartis. Nous attendons un peu plus de célérité au niveau de l'administration. Nous avons eu un transfert de compétences, mais on ne nous a pas envoyé les ressources pour gérer. La mairie doit elle-même mobiliser des ressources pour permettre à la commission de passation de marché de terminer. Des mesures qui, appliquées, vont faciliter la fiche projet de l'année prochaine. Dans la sous-région, les principaux dirigeants de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont prêté serment hier. Une cérémonie à Libreville en présence du numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui est également le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Marie-Laurence Key. Je jure d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les responsabilités qui me sont confiées de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC et ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Tel est le serment prononcé par les 7 membres de la nouvelle commission de la CEAC qui précède de la réforme validée en décembre 2019 et du sommet du 30 juillet 2020 au cours duquel ces personnalités ont été désignées. Recevant le serment du nouvel exécutif communautaire qui entre ainsi en fonction, le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC leur a instruit efficacité dans la conduite pour leur mission. Vous avez pris solennellement l'engagement de consacrer à la communauté, avec un objectif commun à atteindre, promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale de l'Afrique centrale et faire face aux défis multiformes auxquels notre région est confrontée. L'heure est désormais à l'action. Par certains mouvements politiques, c'est l'objet de la sortie ce jour à Yaoundé du président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Jean-Claude Chanda Tomé s'explique et s'élève contre d'autres comportements dans cet extrait sélectionné par Sadou Mamoudou. Certains ont tout eu de ce pays, sont à l'abri du besoin, ont
fini d'élever et de placer leur progéniture, qui du reste réside confortablement à l'étranger. Ils prêchent maintenant le feu et la poudre. D'autres n'ont pas eu grand-chose. Ils espèrent que la casse leur permettra d'avoir enfin un nom. Le MPDR rappelle aux incendiaires que plus de 3/4 de nos compatriotes vivent au jour le jour et que ce sont eux qui seront les plus touchés, les victimes effectives et non les donneurs d'ordre qui coulent la vie douce avec un passé derrière eux. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dernière nouvelle de la riposte contre le coronavirus au Cameroun avec ce soir la décentralisation du numéro vert du centre des appels. Le 1510 est désormais disponible dans chacune des 10 régions du Cameroun. C'est ce que nous apprend ce soir le point de presse donné par le docteur Fane Mahamat. Évariste Eyengar, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir. Quelles autres précisions au sujet du 1510? Bonsoir Robial, entre 7h du matin ce mardi et 20h50 au moment où vous nous passez l'antenne, 1180 appels ont été reçus ici au centre des appels. Derrière moi, vous le voyez, les téléconseillers qui se relaient dans un système de tranches pour assurer le service de renseignement des patients et autres cas d'alerte 24 heures sur 24. Vous les voyez derrière moi. Jamais les sièges ne sont vides ici parce que ces jeunes hommes et femmes sont à pied d'œuvre pour travailler. Seulement, vous avez remarqué qu'il s'agit là de 1180 appels pour cette moitié du temps plein réservé. Le temps plein, il était beaucoup plus productif au début de la riposte avec 12 000 ou 15 000 appels réalisés par jour. Vous comprenez que c'est le régime moyen en ce moment et cela peut s'expliquer. Cela tient en deux choses. Il y a d'une part la maîtrise de la pandémie actuelle, mais davantage il y a la décentralisation du 15-10 puisqu'il peut répondre en région au niveau des 10 régions actuellement. Du coup, il y a un peu baisse de régime au niveau central où l'on se trouve en ce moment. Il s'agit de préciser que chaque appel est mis à partir d'un endroit donné. L'appel est redirigé vers la région où est localisé l'appelant. Voilà pourquoi ça tourne à régime moyen. Cela a considérablement décongestionné le rythme de travail ici au centre d'appel. Et il faut préciser qu'il y a une perspective qui est envisagée, c'est celle de pérenniser donc ce centre des appels. Il faut le maintenir même à la période post-Covid parce qu'il permet de répondre efficacement aux cas d'urgence. Il permet de donner les renseignements aux patients et autres potentielles personnes qui ressentent des symptômes compliqués. Il faut rappeler, à ce jour, plus de 617 000 appels ont été reçus ici au centre des opérations des urgences de santé publique, centre d'appel. C'est vous dire à peu près quel a été le volume de travail abattu par ces téléconseillers. Ils l'ont fait peut-être dans l'ombre, mais c'est une cheville ouvrière non négligeable dans cette riposte qui continue de porter ses fruits avec celui que l'on connaît aujourd'hui, la maîtrise de la pandémie. Voilà l'essentiel que l'on pouvait retenir ce soir sur la décentralisation du centre des appels, le numéro vert qui répond aussi dans les chefs-lieux de chacune des régions. À vous le plateau. Merci Évariste. Et pour compléter votre carnet de lutte contre le coronavirus, je signale qu'un séminaire de formation sur la confection des kits de protection vient de se tenir à Douala. 6 000 masques ont été distribués aux communautés de la mairie de Douala 3e. Salomon Madiba Songué, sénateur et chef supérieur du canton Bakoko, a remis lui-même aux participants des attestations lors de la cérémonie de clôture. Napoléon Bonaparte-Besson.
La minute de silence en l'honneur des disparus suite au Covid-19 succède à l'exécution de l'hymne national. C'est dire l'importance que l'assistance accorde à la lutte contre la pandémie à laquelle se joignent Valentin et Poupa Bossambo-le-Maire, le sous-préfet Aïssi Vogo, les gardiens de la tradition et les populations de Douala 3e. L'objet du séminaire, c'était de former quelques femmes et hommes à la confection de masques et du gel, dans le cadre d'un partenariat qui lie la société DPDC, société citoyenne, avec la collectivité villageoise de Yassabakoko. Le séminaire de formation sur la confection des masques chirurgicaux et la fabrication des gels hydroalcooliques selon la norme de la Nord se veut l'initiative d'une ONG. Nous avons fait beaucoup de choses, notamment l'électrification du village, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé, la réhabilitation et la construction des nouveaux bâtiments et leur équipement à l'école de Yachika. Précisons que 5800 cache-nez ont été offerts par l'ONG à la collectivité villageoise Yassabakoko. 20h56 à Belel, c'est dans la Damawa et direction Belel justement. Par ces temps de vacances, ne vous privez pas d'une visite à Idol, ce village gâté par la nature au regard de ses attractions touristiques, une destination à prendre à tout prix. Ibrahim Mohamed Abbassi. Voici Idol la Fraîche, un village caractérisé par des cases autour des chaumes et des clôtures en terre battue. Fondé en 1958, Idol est doté d'une urbanisation en damier qui fait la particularité de la localité. Idol, cette vallée qui résonne, est une merveille de la nature. Sa verdure, son lac artificiel et autres sites pittoresques attirent de nombreux touristes. L'élevage du bovin est aussi pratiqué ici avec un résultat impressionnant. Idol, la Belle, a reçu le prix du plus beau village du Cameroun en 2008. La terre, paraît-il, ne trahit jamais et si vous en doutez, partons à Betaroya dans la région de l'Est. Pour leur stage de vacances, plusieurs jeunes de la localité ont choisi le travail de la terre, moyennant un salaire de 30 000 francs CFA pour préparer les rentrées. Victorine Beguel. À quelques kilomètres du centre-ville de Betaroya, une pépinière d'un arcadier occupe une vingtaine de jeunes. On commence d'abord par labourer la terre pour que ça soit plus fin avant de les mettre dans les sachets à plastique. On les classe, on fait des nombres afin de pouvoir les compter facilement. Ce projet est celui de l'autorité communale qui entend diversifier l'économie dans sa localité. Donc il est question, n'est-ce pas, qu'on fasse ce qu'on appelle un retour à la source. C'est l'agriculture d'abord et dans une certaine mesure l'or ensuite. Au total, 100 jeunes ont été recrutés dans tous les villages de l'arrondissement de Betaroya et sont appelés à vulgariser cette nouvelle approche. Au terme d'un mois, chacun recevra une somme de 30 000 francs CFA. Je vais l'utiliser pour acheter les cahiers, les livres, les stylos. Le maire de Betaroya dit ne pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions similaires sont envisagées pour amener le maximum de personnes de cette localité à s'intéresser davantage à l'activité agricole. En sport, la liste des 30 lions A' appelés en stage préparatoire au CHAN Cameroun 2021 est connue depuis hier. Ce qu'on ignore en revanche, ce sont les critères qui ont guidé les choix de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale. À ce propos, Yves Clément Aroga s'est expliqué avec Joseph Gouetta-Mandeng. Reportage. Les footballeurs camerounais évoluant au pays sont en hibernation depuis le mois de mars. Le championnat est arrêté et la date de la reprise n'est toujours pas connue. Pourtant, faire bonne figure au CHAN annoncé en janvier 2021 est conditionné par une intense activité en amont. Analytiquement, nous travaillons à 90% dans ce premier regroupement. C'est que des jours, on va faire le travail qui devrait faire en club. En l'absence du championnat, l'encadrement technique des Lions Indomptables A' a créé une stratégie pour que le groupe ne perde pas la main. Nous avons donné un entraînement invisible à faire. Donc, moi, j'ai usé de ma façon de faire pour contrôler ces joueurs à distance. Quant aux inquiétudes inhérentes au départ de certains joueurs pour l'étranger et synonyme de disqualification pour cette compétition, le coach a son idée. Nous avons une panoplie de joueurs que nous suivons, des doublures capables de donner du répondant. Les 2 semaines de stage des 30 joueurs au centre de la CAF en Bankomo du 15 au 28 septembre permettront à l'entraîneur Yves Clément Aroga de se faire une idée du niveau réel de ces joueurs à 4 mois du CHAN au Cameroun.
Et je vous signale cette correspondance du président de la République et notamment 2 télégrammes adressés à certains de ses homologues. Et d'abord celui-ci qui est adressé à son Excellence Shavkat Mirziyoyev, président de la République d'Ouzbékistan. Et cet autre télégramme adressé à son Excellence Zuzana Kaputoya, présidente de la République de Slovaquie. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de chacun de ces pays ce 1er septembre 2020. Ainsi va l'actualité. Merci de votre fidélité. Au 20h30, passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées